Je vais à la cuisine, je mets des pommes de terre à cuire. Je reste là. J'appuie mon front contre le rebord de la table. Je ferme les yeux. D, dans l'appartement, ne fait aucun bruit. Il y a seulement la rumeur du gaz. On dirait le milieu de la nuit. L'évidence fond sur moi, d'un seul coup, l'information. Il est mort, depuis 15 jours, depuis 15 nuits, depuis 15 jours, à l'abandon dans un fossé, la plante des pieds à l'air. Sur lui, la pluie, le soleil, la poussière des armées victorieuses. Ses mains sont ouvertes, chacune de ses mains plus chère que ma vie. Connue de moi, connue de cette façon-là que de moi. Je crie. Des pas très lents dans le salon. D vient. Je sens autour de mes épaules 2 mains douces, fermes, qui me retirent la tête de la table. Je suis contre D. Je dis « C'est terrible ». Je sais, dit D. Non, vous ne pouvez pas savoir. Je sais, dit D. Mais essayez, on peut tout. Je ne peux plus rien. Des bras serrés autour de soi, ça soulage. On pourrait presque croire que ça va mieux quelquefois. 1 minute d'air respirable. On s'assied pour manger. Aussitôt l'envie de vomir revient. Le pain est celui qu'il n'a mangé, celui dont le manque l'a fait mourir. J'ai envie que D parte. J'ai encore besoin de la place vide pour le supplice. D part. L'appartement craque sous mes pas. J'éteins les lampes. Je rentre dans ma chambre. Je vais lentement pour gagner du temps, ne pas remuer les choses dans ma tête. Si je ne fais pas attention, je ne dormirai pas. Quand je ne dors pas du tout, le lendemain, ça va beaucoup plus mal. Je m'endors près de lui tous les soirs, dans le fossé noir, près de lui, mort. Avril. Je vais au centre d'Orsay. J'ai beaucoup de mal à y faire pénétrer le service des recherches du journal libre que j'ai créé en septembre 1944. On m'a objecté que ce n'était pas un service officiel. Le BCRA est déjà installé et ne veut céder sa place à personne. Tout d'abord, je me suis installée clandestinement avec des faux papiers, des fausses autorisations. Nous avons pu récolter de nombreux renseignements qui ont paru dans Libre au sujet des convois, des transferts de camps. Pas mal de nouvelles personnelles. Dites à la famille Intel que le fils est vivant. Je l'ai quitté hier. On nous a mis à la porte, mes 4 camarades et moi. L'argument est celui-ci. Tout le monde veut être ici, c'est impossible. Ne seront admis ici que les secrétariats de Stalag. J'objecte que notre journal est lu par 75 000 parents de déportés et de prisonniers. C'est regrettable, mais le règlement interdit à tout service non officiel de s'installer ici. Je dis que notre journal n'est pas comme les autres, qu'il est le seul à faire des tirages spéciaux de listes de noms. Ce n'est pas une raison suffisante. C'est un officier supérieur de la mission de rapatriement du ministère Freinet qui me parle. Il a l'air très préoccupé. Il est distant et soucieux. Il est poli. Il dit « Je regrette ». Je dis « Je me défendrai jusqu'au bout ». Je pars dans la direction des bureaux. « Où allez-vous » ? « Je vais essayer de rester. » J'essaye de me faufiler dans une file de prisonniers de guerre qui tient toute la largeur du couloir. L'officier supérieur me dit, en montrant les prisonniers « Comme vous voudrez. Mais attention, ceux-là ne sont pas encore passés à la désinfection. En tout cas, si vous êtes encore là ce soir, je serai au regret de vous mettre dehors. » Nous avons trouvé une petite table de bois blanc que nous mettons à l'entrée du circuit. Nous interrogeons les prisonniers. Beaucoup viennent à nous. Nous recueillons des centaines de nouvelles. Je travaille sans lever le nez. Je ne pense à rien d'autre qu'à bien orthographier les noms. De temps en temps, un officier très reconnaissable des autres, jeune, en chemise couleur kaki, très ajusté, effet de torse, vient nous demander qui nous sommes. « Qu'est-ce que c'est que ça, le service des recherches ? Est-ce que vous avez un laissez-passer » Je montre un faux laissez-passer. Ça marche. Puis c'est une femme de la mission de rapatriement. « Qu'est-ce que vous leur voulez ?» J'explique qu'on leur demande des nouvelles. Elle demande « Et qu'est-ce que vous en faites de ces nouvelles ?» C'est une jeune femme aux cheveux blond platine, tailleur bleu marine, souliers assortis,
bas fins, les ongles rouges. Je dis qu'on les publie dans un journal qui s'appelle Libre, qui est le journal des prisonniers et des déportés. Elle dit « Libre » ? Alors, vous n'êtes pas un ministère ? Non. Avez-vous le droit de faire ça ? Elle devient distante. Je dis « On le prend ». Elle s'en va. On continue à interroger. Les choses nous sont facilitées du fait de la lenteur extrême du passage des prisonniers, entre le moment où ils descendent du train et celui où ils accèdent au niveau du premier bureau du circuit, celui du contrôle d'identité. Il se passe 2 heures et demie. Pour les déportés, ce sera encore plus long, parce qu'ils n'ont pas de papier et qu'ils sont infiniment plus fatigués, à l'extrême limite de leurs efforts pour la plupart. Un officier revient, 45 ans, veste sanglée, le ton très sec. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On explique. Encore une fois, il dit. « Il y a déjà un service analogue dans le centre. » Je me permets. « Comment faites-vous parvenir les nouvelles aux familles ? On sait déjà qu'il s'écoulera bien 3 mois avant que tous aient pu écrire. » Il me regarde et il s'esclaffe. « Vous n'avez pas compris ? Il ne s'agit pas de nouvelles, il s'agit de renseignements sur les atrocités nazies. Nous constituons des dossiers. » Il s'éloigne, puis il revient. « Qui vous dit qu'ils vous disent la vérité ? C'est très dangereux ce que vous faites. Vous n'ignorez pas que les miliciens se cachent parmi eux. » Je ne réponds pas qu'il m'est indifférent que les miliciens ne soient pas arrêtés. Je ne réponds pas, il s'en va. Une demi-heure après, arrive directement vers notre table un général. Il est suivi d'un premier officier et de la jeune femme au tailleur bleu marine, également gradée, comme un flic. « Vos papiers !» Je les montre. « Ce n'est pas suffisant. On vous permet de travailler debout, mais je ne veux plus voir cette table ici. » J'objecte qu'elle ne tient pas beaucoup de place. Il dit. « Le ministre a formellement interdit de mettre une table dans le hall d'honneur. » Il appelle 2 scouts qui enlèvent la table. Nous travaillerons debout. De temps en temps, il y a la radio. Le programme est alterné, tantôt des airs swing et tantôt des airs patriotiques. La file des prisonniers augmente. De temps en temps, je vais au guichet du fond de la salle. « Toujours pas de déportés ? » ?»« Pas de déportés. » Uniforme dans toute la gare. Femmes en uniforme, mission de rapatriement. On se demande d'où sortent ces gens, ces vêtements parfaits après 6 ans d'occupation, ces chaussures de cuir, ces mains, ce ton altier, cinglant, toujours méprisant, que ce soit dans la fureur, la condescendance, l'amabilité. D me dit, regarde-les bien. Ne les oubliez pas. Je demande d'où ça vient, pourquoi c'est là tout à coup, avec nous. Mais avant tout, qui c'est ? D me dit, la droite. La droite, c'est ça. Ce que vous voyez, c'est le personnel gaulliste qui prend ses places. La droite s'est retrouvée dans le gaullisme même à travers la guerre. Vous allez voir qu'ils vont être contre tout mouvement de résistance qui n'est pas directement gaulliste. Ils vont occuper la France. Ils se croient la France tutélaire et pensante. Ils vont longtemps empoisonner la France. Il faudra s'habituer à faire avec.